raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'une terrible trahison. La trahison d'une confiance absolue. L'enquête sur le meurtre en 2014 en Ardèche de Magali Delaveau. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation, Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Gendarmerie, j'écoute. Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Jérôme Faye. Je suis très inquiet, je suis sans nouvelles de ma compagne, Magali Delaveau. Ça fait des heures que je tourne en rond dans mon salon. Hier soir, elle travaillait, elle gardait des enfants et elle n'est pas rentrée, quoi. Je sais pas quoi faire. Bon, écoutez, monsieur, je fais passer le message à toutes les patrouilles. Je vous tiens au courant, hein. Cette scène se déroule au beau milieu de la nuit du 13 au 14 novembre 2014 à Saint-Cierges-sous-le-Cheylard, en Ardèche. Les gendarmes quadrillent les alentours du village, en voiture. Rien à signaler. Toujours en pleine nuit, Jérôme Faye appelle sa belle-sœur. Toi non plus, t'as plus de nouvelles? Mais non. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? J'en sais rien, écoute, elle est partie travailler hier soir, elle gardait les enfants du docteur chez qui elle travaille, tu sais, Coralie Ponce. Et ben depuis, je l'appelle, elle répond pas, quoi. Elle est toujours pas rentrée, je sais pas trop quoi faire. Et la nuit passe, et la matinée du lendemain, aucune nouvelle de Magali. Ça n'est que le lendemain, vers 15h, que ça bouge, avec l'appel d'un automobiliste à la gendarmerie. Dites, il y a eu un accident dans un virage. Une voiture, une Golf, verte, elle est encastrée dans un arbre, elle est complètement carbonisée. Et surtout, il y a un corps, a priori, à l'intérieur. Un corps complètement brûlé. Oui, calciné. Les gendarmes immédiatement se rendent sur place. L'accident a eu lieu à 1 kilomètre du domicile de Magali. 1 kilomètre. Et effectivement, dedans, il y a un corps entièrement brûlé. Et ce corps est étrangement installé, non pas côté conducteur, mais côté passager. Ouais, salut, c'est pour une immatriculation. Tu peux la passer au fichier, s'il te plaît? Le gendarme donne le numéro de la plaque. Alors, le véhicule appartient à Delaveau Magali. Je répète, Delaveau Magali. Autrement dit, la jeune femme de 28 ans dont on leur a signalé la disparition la nuit dernière. Sur le cadavre, les gendarmes prélèvent immédiatement 2 petits objets. Une bague et un piercing. Et ils vont les présenter à Jérôme Faye. C'est à elle? Elle est morte? Elle est morte, c'est ça? Oui, monsieur, oui. Un accident de voiture. Et là, Jérôme fait un malaise. Au point où on en est, il faut que je vous explique quelque chose. Dans les films, dans les feuilletons à la télévision, souvent, les voitures prennent feu dans les accidents. Mais en réalité, c'est très rare. C'est très rare qu'une voiture s'enflamme. Ou alors il faut un très gros choc, très gros. Et là, vu l'état de la voiture, le choc n'a pas été énorme, hein. Le capot est à peine déformé. Et ça n'est pas la seule bizarrerie de cet accident, outre le fait que la victime est sur le siège passager. Regarde, il n'y a pas de trace de freinage. Il n'y en a aucune. Donc, si on résume, on a une voiture qui vient s'encastrer dans un arbre à petite vitesse. Hein? On a une victime qu'on retrouve sur le siège passager, alors que le conducteur ou la conductrice est envolé. À mon avis, hein, c'est pas un accident, ça. C'est pas un accident. Pour être clair,
ça sent la mise en scène à plein nez. Et ça se confirme avec le résultat des relevés effectués par les TIC, les experts de la gendarmerie. Écoute, il y a clairement des traces d'hydrocarbures dans l'habitat, là. Ouais, sur le sol alentour au niveau des 4 pneus. Donc ça veut dire que, à ton avis, cette voiture, on y a mis le feu. Ben, c'est exactement ça. Donc c'est pas un accident. Eh ben donc, oui, t'as raison, c'est pas un accident. Et s'il restait un doute, l'autopsie vient le lever. Bon, j'ai examiné les poumons de la victime. Elle n'a pas inhalé de fumée, hein, ce qui veut dire qu'elle n'est pas morte dans la voiture en feu. Hein. Elle est morte avant. Et elle est morte quand? Eh ben, dans la soirée du 13. Donc maintenant, c'est sûr, c'est un meurtre vaguement maquillé en accident. Mais très vaguement, hein. Le tueur n'est pas un pro. S'il pensait embrouiller les gendarmes avec son accident à la noix, mais quel gros naze! Monsieur Fay, je sais que pour vous c'est très dur. Est-ce que quelqu'un en voulait à votre compagne? Non. Personne, enfin, je crois pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Vous êtes marié? Non, on était juste pacsés. Et puis on a un petit garçon de 2 ans. Et elle faisait quoi comme métier, votre compagne? Au début, elle gardait les enfants du docteur Ponce. C'est le médecin du village et après, en plus, elle l'a embauché comme secrétaire. Puisque c'est un meurtre, évidemment, les gendarmes du coin passent la main à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Assez basiquement, les gendarmes de la BR commencent par reconstituer l'emploi du temps de Magali. Et là, ils tombent tout de suite sur un os, en interrogeant le docteur Coralie Ponce qui employait Magali. Dites, docteur, vous lui avez demandé de venir garder vos enfants ce soir-là? Ah non, absolument pas. À aucun moment. Mais non, à aucun moment. Étrange, parce que le compagnon Jérôme a dit qu'elle travaillait chez elle hier soir. Du coup, 2 hypothèses. Soit c'est elle qui a menti, soit c'est lui qui ment. Il y a toujours un moment dans les enquêtes criminelles où le mari est soupçonné. Le procureur ordonne donc la perquisition du domicile de la victime et de son compagnon, à la recherche bien sûr de taches de sang qui auraient pu être effacées, puisque Magali n'est pas morte dans cet accident de voiture. Les gendarmes pulvérisent leur produit miracle, le Blue Star, dans toute la baraque. Nada. Pas la moindre trace de sang. En revanche, ils tombent sur une bizarrerie. Dis, regarde, là. C'est pas son sac à main, ça? Dites, monsieur, vous confirmez que c'est le sac à main de votre femme, là? Ah oui, c'est le sien. Interrogé dans les locaux de la gendarmerie, Jérôme Fay répète ce qu'il a toujours dit. Magali m'a dit qu'elle devait garder les enfants du docteur. Et elle est partie de la maison vers 9h15, au volant de sa voiture. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas non plus pourquoi elle a laissé son sac à main à la maison. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là, monsieur Fay? J'ai gardé mon fils. Il a 2 ans. Et à partir de quand est-ce que vous vous inquiétez? Quand je lui envoie des SMS et qu'elle répond pas. Regardez sur mon téléphone. Passez-le-moi, monsieur Fay, passez-le-moi. Alors voyons. 21h41. Bon courage pour le travail, je t'attends pour aller me coucher. Ok?
22h49. C'est tard, en plus tu bosses demain, courage. D'accord, et puis alors donc 23h, j'ai pas de news, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Et donc enfin 23h20, oh, donc là vous adressez à elle, vous êtes inquiet manifestement, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Honnêtement, il a l'air de bonne foi, ce garçon. Ça serait donc elle qui aurait inventé cette sortie nocturne. Un amant, peut-être? À la recherche d'un amant caché, les gendarmes se penchent alors sur l'histoire du couple. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans et demi, durant l'été 2009. Magali, qui a grandi sur l'île Dieu, où vivent ses parents, est venue en vacances en Ardèche avec 3 copains. Et un jour, ils sont partis en excursion en autocar. Et Magali est tombée raide dingue du chauffeur de car. Et ce chauffeur de car, c'était Jérôme. Et quand je dis raide dingue, le week-end suivant, Jérôme débarque sur l'île Dieu. Et ça se passe tout de suite très bien avec les parents de Magali. Le père est mécano, comme Jérôme. Ils se paxent, un bébé suit, ils construisent leur maison en Ardèche. Voilà donc un couple d'apparence très ordinaire. Mais vous savez ce que c'est que les apparences, hein? Elles sont parfois trompeuses. Toujours? Ah ben non, non. Vous exagérez. Quoique. Retour à l'enquête. Jérôme Fay annonce: je veux le retrouver, celui qui a fait ça, putain! Je peux vous dire que ça ira mal pour lui. Hein. Si je le retrouve, je donne pas cher de sa peau. Et il va voir direct les gendarmes. Il faut que vous me réentendiez. J'ai des choses à vous dire. Très bien, monsieur, très bien, asseyez-vous, je vous écoute. Bon, d'abord, je veux vous dire avec beaucoup de franchise, bon, que ça allait pas si bien que ça dans notre couple. Depuis la naissance de notre fils, disons que elle m'avait un peu oublié, quoi. Il n'y avait plus que le gamin qui comptait. Et moi, je suis passé au deuxième plan. Même au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Poursuivez, monsieur, poursuivez, vous avez l'air d'avoir encore quelque chose à dire. Elle est devenue très distante. Et à un moment, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez, je vous cache rien. Hein. Et ce possible quelqu'un d'autre, monsieur Fay, vous avez une idée de qui ça pourrait être? Elle me parlait souvent d'un interne en médecine au cabinet où elle travaillait. Et moi, j'ai remarqué qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus voulu que je regarde son téléphone portable. Elle le laissait plus traîner comme avant. Elle l'avait tout le temps dans sa poche. Concrètement, monsieur Fay, vous dites que cet interne était possiblement un amant? Oui. Oui, c'est ça. Mais vous n'en avez pas la preuve. Mais je n'en ai pas la preuve. Donc la piste de l'amant se confirme. Mais si vous connaissez un peu la vie, est-ce que les maris n'ont pas tendance à penser que leur femme les trompe? Et les femmes que leur mari les trompe? C'est vieux comme le monde, hein? La jalousie dans un couple. Et toujours si vous connaissez un peu la vie, vous savez que parfois c'est vrai, mais que souvent c'est faux. Et là c'est faux. L'interne est identifié, il est interrogé, le 13 au soir, il était à Lyon. Certain. Et donc il n'y est pour rien. Et ça n'est pas avec lui qu'elle était. Et au vu des SMS qu'il échangeait avec Magali, il n'était même pas son amant. Je vous l'ai dit, arrêtez de voir des maîtresses ou des amants partout. La jalousie est mauvaise conseillère. Du coup, pourquoi est-ce que Jérôme Fay est venu voir les gendarmes pour les mettre sur une fausse piste?
Il croyait peut-être sincèrement que l'interne était l'amant de Magali. Ou pas. Il a peut-être inventé cette histoire de partie de jambes en l'air qu'elle lui refusait, de téléphone portable qu'elle lui cachait. Elle n'est plus là à les vérifier. Retour de Jérôme le compagnon dans le collimateur. Quelques jours plus tard, Jérôme Fay invite ses beaux-parents, les parents de Magali, et son beau-frère, à déjeuner chez eux. Enfin, chez lui désormais. Et il leur fait une drôle de révélation. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai une relation avec quelqu'un d'autre et ça fait 2 mois que ça dure. La tête des beaux-parents. Mettez-vous à leur place. À peine enterrés, déjà remplacés. Et là, la mère pète les plombs. Mais c'est toi! C'est toi qui l'as tué! Mais non! En revanche, si vous voulez rencontrer ma copine, je peux la faire venir maintenant. Mais il est con comme une valise sans poignée, ce mec. Il veut faire venir sa maîtresse à un déjeuner avec ses beaux-parents dont la fille a été assassinée. Les parents se lèvent. Bon, on va y aller. On n'a plus rien à faire ici. Et en sortant, ils vont voir tout droit les gendarmes. Et les gendarmes convoquent à nouveau Jérôme Fay. Bien, monsieur Fay, vous nous avez dit que votre femme avait possiblement un amant, ce qui s'est avéré faux. Et voilà que nous apprenons par vos beaux-parents que c'est vous qui avez une maîtresse. Pourquoi est-ce que vous ne nous l'avez pas dit? Allez-y, expliquez-moi. En fait, c'est pour ça qu'elle me délaissait. C'est parce qu'elle savait que je voyais une autre femme. Mais je tiens à préciser que cette femme, c'est pas ma maîtresse. On couche pas ensemble. On n'a jamais couché ensemble. On s'entend bien, c'est tout. On parle beaucoup ensemble. Oh là là, quel sac de nœuds. Bon, du coup les gendarmes décident d'entendre la miss. Et elle confirme. Au début, c'était juste une connaissance. Et puis on s'est rapprochés un peu plus au cours des 2 derniers mois. Il s'est confié à moi. On discutait. Mais on s'était dit qu'on n'irait pas plus loin ensemble. Et Jérôme Fay est donc pour vous une relation amicale, c'est ça? C'est exactement ça. En plus, moi je la connaissais, Magali. Jérôme me l'avait présentée. Vous y croyez, vous, à cette amitié platonique? Pas trop, hein? Eh ben moi non plus. Les gendarmes décident de se faire remonter la téléphonie des 2 zozos. Le relevé du portable de Jérôme et celui de sa soi-disant copine. Et là, ils tombent de l'armoire. Ah, ils sont bien foutus de notre gueule, là, tous les deux. Vous savez combien ils se sont appelés et échangés de SMS, tous les deux? Moi, je sais pas, moi, 50, 100? 4800! Vous entendez? 4800, c'est quand même beaucoup pour des gens qui couchent pas ensemble, non? Les gendarmes décident alors de poursuivre l'exploitation de leurs téléphones portables respectifs. Et ils découvrent qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, puisque leurs téléphones bornent souvent au même endroit. Et le plus étonnant, c'est qu'ils se voyaient dans des zones de montagne, dans des endroits reculés. Pourquoi? Pour lire la Bible? Pour parler de la pluie et du beau temps? Ou plus sûrement, pour faire crac-crac dans les fougères? Ils sont amants! Les gendarmes en sont maintenant certains. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans le bornage du téléphone portable de Jérôme Fay. Le soir de la mort de sa compagne Magali, le téléphone de Jérôme a accroché à 22h25 une borne qui se situe
pile à l'endroit où le cadavre de Magali a été retrouvé. Et pile au moment où il lui envoyait des SMS inquiets pour lui dire « Mais où es-tu, ma petite chérie? Appelle-moi, ma petite chérie !» Vous voyez où je veux en venir? Il ment. Il ment depuis le début. Et les gendarmes se disent « Comme vous? Comme moi ?» Ben c'est lui. C'est forcément lui. Autre chose de très intriguant. Le soir de la soi-disant disparition de Magali, c'est-à-dire le 13 novembre, Jérôme et sa petite amie, bonne sœur soi-disant, se sont appelés à 18h07. Et leur conversation a duré 13 minutes. Si on part de l'hypothèse que Jérôme Faille a tué Magali, est-ce qu'elle ne serait pas sa complice? Les gendarmes décident de les placer tous les deux en garde à vue. Bien, madame. Il va falloir arrêter de nous raconter des sornettes. Vous êtes la maîtresse de Jérôme Faille. D'accord, oui. Enfin, on a couché qu'une seule fois ensemble. Elle nous prend vraiment pour des jambons, hein, maman? Enfin, vous en connaissez, vous, les maîtresses qui ne couchent qu'une seule fois. Quel serait alors l'intérêt d'avoir une maîtresse? Mademoiselle, quelques heures avant le meurtre de Delaveau Magali, à 18h07 précisément, vous avez eu une conversation avec Faille Jérôme d'une durée de 13 minutes. Est-ce que vous vous souvenez de quoi vous avez parlé? Non. Non, je me souviens pas du tout. Non. De toute façon, je vous le dis très clairement. Moi, j'ai rien à voir avec la mort de cette fille, hein, rien du tout. De toute façon, le soir du meurtre, j'avais cours de sport jusqu'à 9h. 9h du soir. Vous pouvez vérifier, il y a des tas de gens qui m'ont vu. Donc, elle a un alibi jusqu'à 21h. Mais pour être franc avec vous, à ce stade, les gendarmes pensent qu'elle n'est pas dans le coup. Et donc, ils la laissent repartir. Maintenant, passons dans le bureau d'à côté où Jérôme Faille est interrogé. Bien, monsieur Faille, nous avons maintenant la certitude que la relation que vous avez avec cette jeune femme n'était pas platonique, ainsi que vous nous l'avez dit. Du coup, monsieur Faille, on est tenté de penser qu'il y a là un mobile, hein, une raison de tuer votre compagne. Mais vous y êtes pas du tout. C'est vrai que cette femme, je lui envoyais des textos, mais c'était un délire. Moi, je savais que mon avenir, c'était avec Magali. Parole, 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 les gendarmes n'en croient pas un mot. Et de toute façon, à ce stade, ils n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes. Bien, monsieur Faille, regardez bien ce document. Hein. Il s'agit du bornage de votre téléphone portable la nuit du crime. 22h25, regardez, c'est là. À cette heure-là, vous nous avez dit que vous êtes chez vous, et vous noterez que votre téléphone portable n'accroche pas la borne qui est la plus près de chez vous. Hein, regardez. Il accroche une autre borne, qui est pas loin, je vous le concède, mais une borne qui se trouve tout à côté de l'endroit où on a retrouvé la voiture calcinée de Delaveau Magali. Je vous écoute, monsieur. C'est peut-être le moment de nous dire la vérité, non? D'accord, c'est moi qui l'ai tué. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, monsieur Faille? Ce soir-là, on s'est disputé avec Magali. Enfin, plus qu'une dispute, c'est monté très haut. Et comme on avait notre fils qui dormait dans la chambre, on n'a pas voulu le réveiller. Alors on est descendu dans le garage. Et là, j'ai perdu mon sang-froid. Quel était le motif de cette dispute, monsieur Faille?
On n'était pas d'accord justement sur l'éducation de notre fils. Et puis il y avait la jalousie aussi. Dites-nous précisément ce qui s'est passé, monsieur Fay. J'ai juste voulu la faire taire. Alors j'ai posé ma main sur sa bouche et elle s'est débattue. Elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je lui ai dit « T'as rien fait ?» Je lui ai dit « Je t'aime » Et puis j'ai continué à la serrer. Et elle se débattait. Et moi j'avais toujours ma main sur sa bouche et sur son nez. Et voilà. À un moment, elle est tombée. Et là, j'ai réalisé qu'elle était morte, quoi. Et je me suis mis à chialer. J'ai pas voulu la tuer. J'ai pas voulu, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement vrillé. Donc, un homicide involontaire. Après, je l'ai mise dans sa voiture. J'ai pris 2 bidons d'essence. Et je me suis dit, je vais aller m'immoler par le feu avec elle, quoi. Je voulais mourir avec elle, comme elle. J'ai roulé, un peu au hasard. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai pas eu le courage. Puis j'ai pensé à mon fils, je me suis dit, il va se retrouver sans personne, sans sa mère, sans son père, alors j'ai planté la voiture contre un arbre, j'ai arrosé d'essence, j'ai mis le feu. Je suis rentré à la maison. Petite observation. C'est touchant qu'il ait pensé à son fils. À cette réserve près que maintenant qu'il vient d'avouer, le gamin va tout de même se retrouver sans parent. Bref. Donc, si on veut bien croire ce qu'il raconte, il n'a pas vraiment voulu tuer Magali. Il a juste serré la main sur sa bouche, elle se débattait, il a maintenu la main, elle est tombée, et elle était morte. Quasiment un accident. En tout cas, rien de volontaire, et encore moins quelque chose de prémédité. Sauf qu'on sait par l'autopsie que Magali ne s'est pas débattue. Sauf qu'en vérité, on n'étouffe pas quelqu'un par accident. Sauf qu'avant d'aller mettre le feu à la voiture, il envoie le SMS de 21h41 pour se donner un alibi. Preuve qu'il n'a pas du tout l'intention de mourir, du tout l'intention de se suicider. Ajoutez à cela le contenu de ce SMS. Bon courage pour le travail, je t'attends pour aller nous coucher. Enfin, c'est d'un cynisme stupéfiant. Pour quelqu'un qui vient de tuer, c'est là qu'il écrit « Bon courage ». Bref, son récit ne tient pas la route. Et le juge d'instruction et les gendarmes sont fondés à penser qu'il a prémédité son coup. Mais comme le juge n'en a pas la preuve, il le renvoie devant la cour d'assises pour homicide volontaire et pas pour assassinat. Le procès de Jérôme Fay s'ouvre 3 ans après le meurtre, en mai 2018, devant la cour d'assises de Privas. Les parents de Magali sont là, bien sûr, avec ce sentiment de trahison. Songez que le jour des obsèques, en larmes, Jérôme a jeté un peu de terre d'Ardèche sur le cercueil. Le salaud. Et d'ailleurs, c'est aux parents que Jérôme Fay s'adresse dès le début du procès. J'ai envie de leur demander pardon. Mais en même temps, je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait. Ils avaient confiance en moi. Ils me voyaient comme le gendre idéal. Je suis désolé. La mère de Magali tient une photo de sa fille dans les mains. Et elle finit par lui répondre. J'aurais jamais pensé qu'ils puissent faire ça. Quand ils l'ont arrêté, j'ai dit aux gendarmes, ils se trompent. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous vous souvenez que ce sont les parents qui sont allés dire aux gendarmes, c'est lui.
Et d'ailleurs, après quelques jours de procès, la mère finit par reconnaître qu'elle l'a soupçonné depuis le début. Dès que j'ai su que la mort de Magali était d'origine criminelle, j'ai eu un doute sur Jérôme. Mais je voulais pas le reconnaître. Je voulais pas que ce soit lui. Pour le petit, quoi. La mère, qui dit aussi à la barre quelque chose de bouleversant. Mon petit-fils, le fils de Magali et Jérôme, qui a aujourd'hui 5 ans et demi, il m'a dit l'autre jour, « Mamie, qui me tuera, moi, quand je serai mort ?» Le témoignage des experts psychologues est évidemment très attendu. Jérôme Faille apparaît comme ayant une personnalité qui se caractérise par un moi grandiose, un moi égocentrique, avec des traits narcissiques et une mauvaise maîtrise de ses affects. Et lui, Jérôme Faille, tient jusqu'au bout sa version des faits. On se disputait, j'ai voulu la faire taire, et puis elle était par terre et elle bougeait plus. Il n'aura convaincu personne. Le 1er juin 2018, Jérôme Faille est finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Et par la même occasion, il perd aussi l'autorité parentale sur son fils. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.